Bonjour, alors je reprends le chapitre sur l'induction de Lorentz en page 4. Alors on s'était arrêté sur l'allure des courbes donnant la vitesse de la barre et l'intensité du courant qui la traverse. Bon, déjà j'ai dit en conclusion à cette première vidéo que ce graphique-là illustre bien le fait qu'on a de la conversion d'une puissance mécanique en puissance électrique, puisqu'initialement pas de courant dans le circuit, il n'y a pas de générateur, mais le simple fait d'avoir mis en mouvement la barre dans un champ magnétique fait bien apparaître un courant qui circule dans la barre. On a bien ce principe de conversion mécanique en électrique. On peut commenter aussi les résultats qu'on a obtenus. Donc d'abord, ce sera intéressant de regarder ce qu'on obtiendrait s'il n'y avait pas de champ magnétique. Donc pour ça, je reprends l'équation mécanique ici en page 3. Donc s'il n'y a pas de champ magnétique, ce terme-là est nul. Donc on aurait vu la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale à la force exercée par l'opérateur et donc divisée par la masse. Ces deux termes-là, la force et la masse, sont constants. Donc quand on primitive, sachant que la vitesse initiale est nulle, on obtient une vitesse de cette forme-là. Donc on aurait une vitesse qui tendrait vers l'infini au bout d'un temps suffisamment long. Évidemment, la vitesse aurait une valeur finie dans la réalité. Il faut bien resituer qu'on s'est placé dans le cas où il n'y aurait pas de frottement suivi par la barre, on a pris en compte une réaction normale. Donc voilà, ce cas idéal, on retrouve ici, c'est tout à fait cohérent. Maintenant, regardons ce qui se passe en présence de champ magnétique. Alors d'abord, pour la force de Laplace, que l'on a obtenue également ici, donc c'était IAB est dirigé suivant le vecteur unitaire I. Connaissant l'expression de l'intensité, en remplaçant, on obtient ceci pour l'expression de la force de Laplace. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien que la force de Laplace s'oppose au mouvement de la barre, parce que le mouvement de la barre est décrit par la limite du vecteur vitesse ici, et le signe moins, puisque les extrêmes sont positifs, même d'ailleurs quand une valeur du champ négatif ici, enfin la valeur négative correspond à une projection du vecteur champ magnétique sur l'axe Z. Donc quel que soit le sens du champ magnétique, vous aurez bien une force de Laplace qui va s'opposer au mouvement de la barre. Donc on retrouve la loi de Lenz, la force de Laplace va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance, c'est-à-dire le mouvement de la barre. On peut regarder aussi ce qui se passe au tout début du mouvement. Donc, au tout début du mouvement, on peut être l'intensité nulle ou quasi nulle. Donc si vous reprenez l'équation différentielle ici, toujours avec une intensité nulle, et bien finalement on retombe sur le même cas que celui où il n'y aurait pas de champ magnétique, et on retrouverait pour la vitesse la même expression que celle-ci, qui d'ailleurs va être celle de la tangente à la courbe à l'origine, c'est-à-dire au temps 0. Et on voit bien sur la courbe ici, pour les premiers instants à t égale 0+, la courbe est confondue avec la tangente à celle-ci au temps 0. Après, bien sûr, on s'en éloigne quand l'intensité du courant sera plus nulle, et on va aller vers un régime asymptotique où la vitesse va atteindre sa valeur limite. Autre chose également, donc au bout d'un temps suffisamment, justement, quand on atteint le régime permanent et que la vitesse devient constante. Donc là, la vitesse devient égale à la vitesse unique, dont l'expression est ici. Et donc justement, si vous remplacez dans l'expression au-dessus la vitesse par la vitesse unique, vous allez trouver que pratiquement tout se simplifie. Là, on aura le b carré se simplifie ici, le a carré, le r aussi. Et il va uniquement vous rester pour la force de Laplace le fait qu'elle est opposée à la force exercée par l'opérateur. Donc c'est logique. La force de Laplace au bout d'un temps suffisamment en régime permanent va compenser exactement la force exercée par l'opérateur, qui est à l'origine de l'apparition du phénomène d'induction, qui permet à cette force d'exister et de s'afficher. Donc voilà pour les petites remarques à connaître sur ces résultats-là. Bon, vous avez vu dans le chapitre I3 qu'il était intéressant de faire des bilans énergétiques. Donc, si on parle de conversion de puissance, de l'énergie, il faut faire des bilans d'énergie. Alors en fait, on parle de bilans d'énergie, mais on commence souvent par des bilans en termes de puissance. Alors pour faire ces bilans, la méthode sera toujours la même. On va reprendre les équations électriques et mécaniques établies aux pages précédentes en multipliant par des termes qui permettent de se ramener à des membres homogènes à une puissance. Donc, pour l'équation électrique, on l'a obtenu en appliquant la loi des mailles. Donc chacun des termes dans l'équation électrique qui était au-dessus, voilà, ici, chacun des termes ici est homogène à une tension. En électricité, on sait qu'une puissance, c'est une tension multipliée par une intensité. Donc j'ai repris l'équation électrique et j'ai multiplié les deux membres par l'intensité du courant. Donc on obtient cette équation que j'ai numérotée 1. Alors il est intéressant d'identifier à quoi correspond chacun de ces termes. Donc ici, vous avez la FEM multiplié par l'intensité. Donc c'est la puissance que fournit la FEM. Ce terme-là, RI carré, c'est la puissance que reçoit la résistance. On fait la même chose pour l'équation mécanique. Alors attention, pour l'équation mécanique, on avait dans la relation ici, on a des termes qui sont homogènes à des forces.
Pour repasser d'une force à une puissance en mécanique, il faut multiplier par la vitesse, que j'ai fait là. Donc ça donne cette relation-là. Alors, il est intéressant de voir que le premier terme ici, on a la masse qui est une constante, et on a la vitesse que nécessite sa dérivée temporelle. Et la vitesse fois sa dérivée temporelle, ça correspond à la dérivée là, de 1/2 de la vitesse au carré. J'ai mis la masse ici. Donc, ce premier terme-là, c'est la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de la barre qui est mise en mouvement. Ce terme-là, c'est la puissance que fournit l'opérateur en exerçant la force F. Et ce terme-là, réécrit ici comme ça en remplaçant la force de la place par sa valeur, c'est la puissance que fournit la force de la place. Alors il y a une remarque importante là à faire, c'est que vous constatez que la puissance qui est fournie par la force de la place, c'est exactement l'opposé de celle fournie par la FEM. Donc voilà, ce résultat-là, vous le retrouverez, et pas que dans l'exemple des rails de Laplace, là, avec un mouvement de translation, c'est vrai pour tous les convertisseurs électromagnétiques pour lesquels le champ magnétique est stationnaire. Donc, je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre stationnaire et uniforme. Un stationnaire veut dire que c'est un champ indépendant du temps. Donc même valeur quel que soit l'instant t. Bon, et puis ensuite, il est intéressant de combiner les deux pour faire un bilan un peu plus global. Alors, dans la première relation, là, je peux remplacer, donc je vois que le terme moins BA fois VI, c'est R I carré. Donc si je remplace ici, donc c'est-à-dire que celui-ci, c'est égal à moins RI carré, ce terme-là. Le moins RI carré, je le fais passer de l'autre côté, ce qui va vous donner cette relation ici. Que l'on peut écrire en régime permanent, c'est-à-dire indépendant du temps. Donc si on a des grandeurs indépendantes du temps, la dérivée temporelle ici est nulle. Et vous obtenez que la force qui est fournie par l'opérateur est égale à la puissance qui est reçue par la résistance. Encore une fois, on montre bien qu'on a fait de la conversion de puissance mécanique en puissance électrique. Donc la force que fournit l'opérateur en agissant sur la barre est convertie en puissance que va recevoir la résistance électrique. Donc il faut être capable de faire ce genre de bilan. La technique étant toujours la même, on réutilise l'équation électrique et l'équation mécanique précédente. Dans l'équation électrique, vous avez des tensions multipliées par une intensité pour repasser les puissances électriques. Dans l'équation mécanique, vous avez des forces multipliées par la vitesse pour repasser à des puissances en mécanique. Alors, pour finir sur cette partie des rails de Laplace, on va parler du freinage électromagnétique. Alors, pour ça, on prend exactement le même dispositif d'une barre qui peut être mobile là, sur ce dispositif des rails de Laplace. Par contre, on va supposer qu'il n'y a pas d'opérateur qui exerce une action extérieure, donc il n'y a pas de force exercée par l'opérateur. Bien sûr, si je dis pas quelque chose, ça veut dire par contre qu'il y aura une vitesse initiale. Donc on va juste exercer une action permettant de mettre en mouvement la barre, mais il n'y a pas de force de contact qui sera appliquée en permanence. Donc, si vous reprenez l'équation qui était en bas de la page 3, on obtient, je ne refais pas toute la démonstration, on obtient cette équation différentielle. Simplement cette fois-ci, il n'y a plus de second rang, puisqu'il n'y a pas de force exercée par un opérateur extérieur. Ce qui donne bien ce que j'ai écrit ici. On a le même temps caractéristique taux qu'avant. Par contre, ce qui change ici, c'est qu'on n'a plus qu'une solution qui est la solution homogène, donc sous cette forme-là, et puis on a directement, j'aurais pu l'écrire d de t égale a fois exponentielle moins t sur taux, mais la constante a se trouve avec les conditions initiales, donc là, il faut qu'il y ait une vitesse initiale, parce que s'il y a ni force exercée par un opérateur extérieur, ni mise en mouvement initialement, il ne se passera rien, il n'y aura pas de mouvement du circuit, et comme le champ magnétique est constant, vous n'aurez pas d'induction dans ce cas-là. Donc, en prenant au temps 0 une vitesse égale à V0 de nul, vous trouvez la constante ici, et donc cette forme de solution. Donc c'est intéressant de voir que là, pour des temps suffisamment longs, on aura une vitesse qui va tendre vers 0, la constante de taux est positive, donc à positivement ici, la vitesse va tendre vers 0. Donc on va avoir un freinage, la barre qui a été mise en mouvement initialement va être freinée. Alors le freinage, notamment la durée caractéristique, va dépendre de deux paramètres, la masse de la tige mobile, le champ magnétique, éventuellement la résistance de l'ensemble, aussi et la taille de la tige. Mais je m'attache à ces deux paramètres-là, qui sont ceux sur lesquels on travaille expérimentalement en général. Donc là, si vous prenez une tige, une barre mobile de masse plus grande, plus la masse est grande, plus le temps caractéristique est grand. Ce qui est logique, si vous avez une tige de masse plus importante, vous aurez une inertie plus importante, et il va falloir plus de temps pour freiner la barre mobile. Si au contraire vous prenez un champ magnétique plus grand dans lequel est bougé la clé, là le temps caractéristique taux va diminuer. Ce qui veut dire qu'on va atteindre plus rapidement le régime permanent dans lequel la vitesse va s'annuler, et donc il y aura un freinage plus important, plus intense, parce qu'il y a un effet d'induction lié au champ magnétique qui est plus important. Tout ça est assez prévisible qualitativement, mais on le retrouve quantitativement grâce à l'expression du temps caractéristique. L'une des applications qui est à votre programme, c'est le freinage des poids lourds.
Donc, pour le freinage des poids lourds, on a donc un disque, hein, vous avez peut-être déjà vu des disques de frein de poids lourd, donc un disque qui va tourner avec les roues, et le disque est placé entre les branches d'un électroaimant qui va produire un champ magnétique qui est perpendiculaire au plan du disque. Donc, la mise en mouvement, là, va faire qu'il y aura une variation du flux, il y a des courants induits qui vont apparaître, les courants de Foucault qu'on a déjà vu quand on a étudié, par exemple, le principe des plaques à induction dans le PD du chapitre I2. Et donc, ça va aussi être associé à l'apparition d'un couple de freinage. Et ce couple, il va dépendre de la vitesse angulaire de rotation. Donc, ce couple va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance, hein, sur le mouvement, donc il va freiner le mouvement, exactement comme ici, vous avez un freinage. Donc, en fait, en réalité, on devrait parler juste d'un ralentissement, parce que quand un poids lourd freine, il y a d'abord cette phase de ralentissement grâce au courant de Foucault, puis après, au final, hein, l'arrêt complet du camion, il est obtenu par frottement, hein, c'est le frottement avec des freins mécaniques électriques qui va arrêter l'ensemble. Donc, c'est assez complexe à modéliser. D'ailleurs, dans ce cas-là, la loi de Faraday pour calculer la FEM ne s'applique pas parce que vous n'avez pas un circuit filiforme. Donc, c'est hors programme, hein, ce serait déjà assez complexe à modéliser pour vous. Vous devez juste retenir le principe, enfin, savoir que ce sont les courants de Foucault qui vont donner naissance à un couple de freinage et qui vont ralentir le camion. Il faut juste savoir que c'est basé sur ce principe. Donc voilà, pour les rails de Laplace, il nous reste avoir d'autres applications avec notamment des mouvements en rotation cette fois-ci.